Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Nous étions dans la relativité restreinte, nous parlions de la synchronisation des horloges et nous avons parlé la première étape de la procédure qui est pour A de synchroniser l'ensemble de ces horloges. Ensuite, deuxième point, B peut faire de même avec des horloges immobiles dans K', donc immobile par rapport à lui, mais en mouvement par rapport à K. Donc de telles horloges sont différentes de celles utilisées par A, puisque K' est en mouvement par rapport à K. Même si d'aventure les horloges de A, immobiles pour A, et les horloges de B, immobiles pour B, peuvent se croiser. Et donc, B va synchroniser toutes ces horloges selon une procédure semblable à celle de A, avec son horloge H' située en O'. Troisième point, pour pouvoir comparer les mesures effectuées par A et B, il reste à synchroniser les horloges H et H' ensemble. La définition des repères en donne la clé. Au moment où O et O' se croisent, les horloges H et H' sont situées au même endroit. Dans une situation plus générale, avec des repères quelconques, on prendrait deux autres horloges, du moment qu'elles se croisent. Et au moment où elles se croisent, on peut aisément, par simple comparaison, pile au moment où elles se croisent, les synchroniser en réglant T égale T' égale 0. Puis, une fois qu'elles sont toutes les deux synchronisées, A et B synchronisent les autres horloges de leur repère, comme on vient de le voir. À partir de là, on a tout ce qu'il faut. On a la définition des repères, les positions, le temps en tout point, et on peut, les deux postulats de la relativité, et on peut construire entièrement la théorie, c'est suffisant. On peut construire entièrement la théorie de la relativité restreinte. Et, par exemple, trouver les relations qui relient pour un événement donné, les coordonnées x, y, z, t, avec x', y', z', t'. Donc les coordonnées de A et celles de B. Et cette relation entre les deux s'appelle les transformations de Lorentz. Nous n'avons pas besoin de les voir en détail. Alors toute cette construction n'est pas très difficile, mais elle est quand même un peu technique, donc sans entrer dans les détails techniques, notons deux choses importantes. Premièrement, il entre dans les différentes relations de la relativité une fonction appelée facteur gamma, qui se note donc avec la lettre gamma, la lettre grecque, qui est environ égale à 1 pour des vitesses v assez faibles, par rapport à la vitesse de la lumière, les vitesses de la vie de tous les jours, et qui diverge, qui devient de plus en plus grande, lorsque v, la vitesse v, que nous avons considérée, tend vers c, la vitesse de la lumière. La valeur de gamma ne diffère de 1 que pour des vitesses plutôt notables de v par rapport à la vitesse de la lumière. Ainsi, même à 100 000 km par seconde, ce qui est un tiers de la vitesse de la lumière, le facteur gamma vaut seulement 1,06. En fait, on peut calculer ce facteur gamma, bien sûr, et sa forme, pour la vitesse v, ici la valeur c limite, et 0, il y a l'immobilité, deux repères qui seraient immobiles l'un par rapport à l'autre. La valeur 1 et la fonction gamma croît légèrement, et c'est seulement en approchant de c qu'elle grimpe très fort jusqu'à l'infini. Ensuite, deuxièmement, en général, pour un événement donné,
hein, comme x, y, donné par les coordonnées x, y, z, t, x', z, y', z', t'. En général, pour un événement donné, on a t différent de t'. Même si l'on a synchronisé les horloges. Comme on le disait, à cause du deuxième postulat, l'invariance de la vitesse de la lumière, il y a forcément des changements dans l'espace et le temps, et donc on n'a pas cette égalité de temps entre les deux repères. La relativité restreinte montre aussi qu'il existe une relation entre l'énergie d'un corps et la masse des objets. On a, pour un objet qui est au repos, qui est immobile, dans un repère donné, par exemple dans K, dans ce repère, on aura, pour cet objet immobile, au repos, on aura E égale mc carré. E, l'énergie du corps, m, la masse du corps, et c, la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire c fois c. Une formule célèbre s'il en est. Pour un objet qui est en mouvement avec un facteur gamma donné, donc une vitesse donnée, la formule plus générale est E égale mc carré fois gamma. Et comme on l'a dit, pour au repos, ça vaut 1. Donc c'est E égale mc carré au repos. Cette énergie croît donc très vite quand on approche de la vitesse de la lumière. En fait, même pour un objet au repos, l'énergie qui est dite énergie propre pour l'objet au repos, cette énergie est très grande à cause du facteur c carré. Parce que c est déjà une grande vitesse. Si on calcule en mètres par seconde, ce qui est l'unité habituelle, la masse s'exprime alors en kilos, en kilogrammes, et l'énergie en joules, comme celle sur les factures de EDF ou Electrabel. Le C carré vaut alors 90 millions de milliards. Donc, le rapport entre les deux est vraiment énorme. Ainsi, l'énergie d'un électron, prendre un exemple, un électron, un simple électron si minuscule, au repos, est de, pour son énergie propre, 500 000 électronvolts. Pardon, 512 000 électronvolts. Pour un simple électron, que je note E-, puisque c'est une petite particule dotée d'une charge électrique négative. L'électronvolt, c'est une unité d'énergie très pratique pour les particules. C'est l'énergie qu'un électron acquiert s'il se déplace dans une tension électrique à potentiel de 1 volt. 512 000 électronvolts, en fait, c'est beaucoup. Parce que si on considère par exemple un atome d'hydrogène, pour arracher l'électron de cet atome, il faut 13,6 électronvolts seulement. Et même là, c'est pour une énergie assez élevée. Les énergies qui interviennent par exemple en chimie sont typiquement de quelques électronvolts. Là, l'énergie de l'électron, due à sa masse, c'est 512 000. Alors, il existe dans la nature aussi des particules appelées antimatières. C'est une conséquence de la relativité et de la physique des particules. Les particules d'antimatière, ce sont simplement les mêmes particules que celles que nous rencontrons habituellement, c'est-à-dire les électrons, les protons et les neutrons. Tous les atomes sont composés d'électrons, protons et neutrons. L'hydrogène, par exemple, c'est un proton avec un électron. L'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons et 2 électrons. Et les particules d'antimatière sont de même type, mais avec des charges opposées. Alors les charges, c'est la charge électrique plus quelques autres types de charges qui sont définis en physique des particules. Un électron a une charge électrique négative, par convention en fait, et
la particule correspondante pour l'antimatière a donc une charge positive. Donc l'antimatière, l'anti-électron, comme on dit, on l'appelle aussi positron, est le même type de particule, avec la même masse, donc la même énergie, mais avec une charge électrique positive. Lorsqu'une particule et une antiparticule se rencontrent, par exemple un électron rencontre un positron, ces particules s'annihilent, elles se détruisent l'une l'autre, et elles se transforment en photons. Pour être exact, pour des particules plus lourdes, en général, il y a la création de particules plus légères, mais qui finissent aussi par disparaître. Donc, tout finit par se transformer en photons, et les photons sont les particules qui correspondent à la lumière, la simple lumière visible. Sauf qu'ici, la lumière, c'est un type d'onde électromagnétique, et il n'y a pas que la lumière visible, il y a toute la gamme des fréquences longueur d'onde. On a les ondes radio, dans les grandes longueurs d'onde, on a les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et donc ici, on est plutôt dans le domaine des rayons gamma, qu'on rencontre typiquement en radioactivité, par exemple. Ce sont des photons très énergétiques. Et donc toutes ces particules se transforment en photons gamma. Par exemple, l'électron et le positron s'annihilent en donnant deux photons de même énergie que ces particules, deux particules au départ, deux à la fin, donc deux photons de 512 000 électronvolts. C'est beaucoup, c'est vraiment considérable, c'est ce qu'on appelle des rayons gamma durs, parce que par exemple la lumière visible, celle d'une lampe, les photons n'ont que quelques électronvolts. Et ils sont d'ailleurs, expliquent la photochimie, là aussi les énergies sont typiquement de quelques électronvolts. Voilà, on en a assez vu sur la relativité restreinte, on pourrait aller beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, j'ai la série sur la relativité restreinte et la relativité générale, beaucoup plus complète, qui n'est pas vulgarisée, elle est plus technique, mais une grande partie est tout à fait compréhensible et même vulgarisée. Donc, même si on est allergique aux maths, on peut passer facilement dans cette série. On en a assez vu ici pour la relativité générale, restreinte, et donc il est temps, dans la prochaine vidéo, de passer à la relativité générale. Je vous remercie.